pour garder un souvenir de l'ultra-terrestre et puis surtout de tout ce que ça a engendré derrière, tout ce temps de préparation, tout ce que ça a demandé comme effort, que ce soit sur le plan logistique ou sur la préparation physique ou mentale. Après une année 2025 qui était un peu mouvementée, je me suis dit c'est peut-être le moment, et puis 2026 ça me paraissait pas trop mal. J'étais bien parce que j'avais enchaîné pas mal d'ultra, pas mal de prépa, donc je savais que j'allais pouvoir juste garder mon rythme. Et donc du coup je me suis inscrit en décembre 2025, et puis c'était parti pour une préparation physique un peu plus intense, pour essayer de tenir au mieux la distance, quoi. Je me suis préparé comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Je me suis préparé en accentuant sur certains points. Alors j'ai augmenté le rythme, et j'ai ajouté énormément de préparation où j'ai couru matin et soir comme je faisais avant. Le matin pour aller au travail. Donc c'est des séances pour aller au travail, c'est du direct. Donc c'est une sortie de 10-11 km pour aller au boulot, donc assez plat. Et puis le soir avec un retour taf un peu plus long, où on rajoute des côtes, du dénivelé, de la descente, de la montée, un peu de contrainte. Et donc du coup ça fait vite des journées qui tournent autour de 30 km de course à pied, quoi. Il n'y a pas eu de grand suivi médical, mis à part sur la fin, où j'ai eu la chance d'avoir Eric qui m'a accompagné pour la fin de prépa, qui est kiné, ma sœur, située pas très loin de chez moi, et qui m'a fait 2-3 séances pour me permettre de détendre un peu les muscles et tout ce que j'avais sur contraint pendant l'entraînement. Donc il n'y avait plus qu'à préparer le voyage maintenant et notre arrivée sur l'île de la Réunion. Donc j'ai préparé mes affaires chez moi en essayant de checker, de rien oublier. Alors, c'est compliqué, hein. Quand tu pars pour un ultra-trail, de l'autre côté de la Terre, tu vérifies 30 fois ta valise, quoi, parce que tu te dis, je vais essayer. C'est sûr que sur l'île de la Réunion, tu peux acheter si tu as oublié des choses. Mais t'aimes bien partir avec ton matériel, mais il y a tellement de choses à penser. On part pour une expédition, un ultra qui va durer, moi j'estime, donc là je le dis avant la course, quoi, j'estime un ultra, j'aimerais tourner autour de 50 heures. J'ai fait quelque chose que je fais jamais, mais sous conseil d'Eric, pareil, du kiné, il a raison, hein, de toute façon, c'est que je me suis rasé les jambes. C'est ce qu'on est obligé de faire pour un ultra. On est obligé de se raser les jambes, ce qu'on n'aime pas faire. Pour avoir les jambes toutes douces. Mais donc du coup je me suis rasé parce que pour poser les straps, si jamais il y a besoin de poser des straps le jour J, je veux pas être emmerdé avec ça. Et voilà, les affaires étaient prêtes, donc on est à J-5 de la course, et on est sur le départ pour l'aéroport. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui se lève à 2h du mat. Comme quelqu'un qui n'a pas dormi. Tu me rappelleras que c'est une mauvaise idée de prendre des vols aussitôt. Ouais, c'est les moins chers. Parce qu'on est pauvres, on serait riches, on décollerait pas à ce temps-là. Donc là, on est parti, on s'est levé, on a dû dormir 2 heures dans la nuit, on s'est levé à, je sais plus, on s'est levé vers 2-3 heures du matin pour charger les valises dans la voiture, et c'est un de mes meilleurs potes, Julien, qui a le courage de nous emmener jusqu'à l'aéroport le matin. On passe une première nuit dans l'appartement à Saint-Denis, et puis le lendemain matin on est à J-4 de la course, et donc du coup on décide avec ma compagne et puis son frère d'aller faire une sortie à la cool en bord de plage. Dans la foulée, vraiment hyper agréablement, on part faire une petite balade dans Saint-Denis. Hyper agréable aussi de se déconnecter comme ça, et permet de l'espace d'un instant de plus trop penser à la course et d'être juste dans la culture de l'île, et puis de vivre ce moment, quoi, qui est quand même unique, hein. Il ne faut pas que penser à la course, il faut penser aussi à ce moment sur l'île de la Réunion. C'est la première fois que je viens, et j'ai envie de garder un maximum de souvenirs et d'images de cette aventure, quoi. Qu'à J-3, quand on arrive là-haut, on chausse les baskets, et puis avec ma compagne, cette fois-ci, on décide d'aller quand même tâter le terrain
de l'ultra-terrestre, et on a la chance d'être à proximité du site de l'horloge, qui est un lieu où on va passer pendant la course, avec une descente à fond de bassin jusqu'à une cascade, et cette descente qui fait environ 700 mètres de dénivelé, ce qui va être pratiqué, où là je vais passer pendant la course. Donc on y va, on fait la descente complète en trottinant, c'était vraiment génial, franchement, bonne sensation, là pareil, pas de problème de cheville, tout répond bien, enfin vraiment je suis bien, je suis très très bien, il fait chaud, donc ça me rappelle à l'ordre, ça me rappelle qu'il faut vraiment beaucoup s'hydrater pendant la course, avant la course et pendant la course. C'est le chant de guerre. La guerre avant la guerre. C'est un petit tèche de champion, ça. Du Nutella. Et de la brioche. Alors, c'est pour le départ. C'est le moment où je vais faire caca moune. Que le petit déjeuner est servi, départ dans 58 minutes. Petite information que l'organisation me demande de passer, c'est Maloya. Les représentants de mairie, nous aurons besoin de tout le monde. J'appelle les coureurs et les coureuses. Le départ dans 10 minutes. J'appelle les représentants de la mairie si nous avons des élus. Bah voilà, là je fais la petite vidéo pour faire un débrief après course. Donc là on est 2 jours après la course, là ça fait 2 jours que je suis arrivé. Et puis bah il y avait quand même pas mal de choses à raconter sur ce qui s'est passé pendant l'ultra terrestre. Et puis 6h du matin, tout le monde sur la ligne de départ, donc moi je décide de me placer devant comme j'ai l'habitude de faire, pas forcément pour dire c'est moi qui vais gagner la course, mais c'est plutôt j'aime bien me placer devant pour partir devant sur les premiers kilomètres et pour essayer être seul le plus rapidement possible en fait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Le contexte était un peu particulier parce que devant il n'y avait pas n'importe qui quoi. Il y avait quand même François Daen et puis Martin Perrier, il y avait quand même des élites qui étaient là devant, mais donc ils donnent le départ à 6h, je suis parti devant et au final on se retrouve à 4 ou 5 devant et
avec François Daen. Donc je fais toute la première montée qui est une montée de 10 km sur un faux plat. Je fais toute la première montée de 10 km sur le faux plat avec François Daen. Et puis au bout de ces 10 premiers kilomètres, il y avait un point de ravitaillement. Et puis là, chacun a pris sa place. Voilà, moi je suis là tout de suite, le dénivelé a changé et on n'était plus sur un faux plat, mais on commençait à attaquer une vraie montée pour l'ascension au piton de la Fournaise. Et donc du coup là, je me suis mis à marcher et puis j'ai pris mon rythme dans la forêt. Voilà, et il fallait que je rentre dans ma course aussi. On parlait quand même d'une course qui fait plus de 200 km. Donc il fallait que j'adapte mon rythme et que je revienne sur une gestion de course plus conventionnelle qui me correspond plus, quoi. Donc on a fait une montée au piton de la Fournaise qui était pas mal. Moi voilà, au piton de la Fournaise, je me suis repositionné plus dans la place qui me correspondait. Donc je suis retourné autour des 15e ou 20e entre les deux, quoi. Donc, je suis resté à cette place-là pendant assez longtemps. Et la montée s'est bien passée. Il faisait quand même sacrément chaud sur cette première partie. Et c'est une montée qui est exigeante, mais ça n'a pas été la pire de la course. Donc là, voilà, ascension piton de la Fournaise, ça s'est pas trop mal passé. Ravitaillement là-haut, tout se passe bien. Allez Flo! Allez mon gars! Voiture. Let's go mon gars, là-bas. Allez, bon courage. Let's go mon gars. Vous allez sur la gauche au ravito, là-bas au fond. Excuse-moi, j'ai le droit de passer. Oh. Let's go mon gars, Lisa est juste là. Hein. C'est coriace hein. Celui-là? Allez Frédéric! Allez Flo. Allez Florian! Sympa. 10 km. Yes. Let's go. Allez Flo. Et puis là, j'étais assez content parce que je savais que là-bas, en redescendant vers l'horloge, j'allais retrouver ma compagne et puis sa famille qui était là-bas sur place, parce que voilà, sa famille est de ce site-là. Ils habitent à côté du site de l'horloge, donc je savais que il y allait avoir ce petit truc, parce qu'en plus le site de l'horloge, on y était passé 3 jours avant avec Lisa. Et on avait été là-bas, on avait couru, on avait descendu Grand Bassin tous les deux. Donc il y avait déjà cette petite part d'histoire, donc je savais que là j'allais retrouver ce truc-là, que j'allais pouvoir me replonger dans ces émotions-là l'espace d'un instant. Donc c'était assez sympa à vivre. Let's go Flo. Let's go. Allez gros. Il y a chaud Flo vite fait. Ça va, j'ai repris du jus là, je suis content. Après, on est encore même pas au kilomètre 50. Hein. Faut être prévoyant. Tranquillement. Mais je suis bien, j'ai pas de douleur, je suis bien. Nickel. Pour l'instant, ça va. Donc arrivé à l'horloge, je suis toujours en bonne forme. On est aux alentours du kilomètre 48, je crois, et enfin les sensations sont bonnes. Pour l'instant, ça déroule plutôt pas mal.
Je vis bien ma course. Et donc du coup un bon ravitaillement à l'horloge et puis on attaque la descente de Grand Bassin donc, que j'avais fait il y a 3 jours pour après remonter par l'ascension qui s'appelle le Molaré. Là par contre on commence à attaquer des ascensions qui sont assez compliquées, assez exiguës. Molaré, ouais, on m'avait dit sur les réseaux 2-3 fois, on m'avait dit ouais, tu vas voir remonter par Molaré c'est sympa, elle est assez costaud. Franchement ouais, elle fait quasiment 1000 mètres de dénivelé, mais c'est des sacrées marches à monter, des sacrées racines, des sacrées pierres. Voilà. Kilomètre 55. Là, commence à faire super chaud. Donc là, il y avait un petit point d'eau dans le creux de la montagne, là, avec un jet d'eau. Et puis s'arroser et tout passer sous la flotte, même le bob, avant d'attaquer la deuxième grosse montée de la course. C'est parti pour de la marche après 2-3 heures de course. Il va falloir pousser sur les cuisses. Là, donc remontée de Molaré, on redescend sur un faux plat descendant, ce qui est plutôt pas mal en plus parce que là c'est ces faux plats descendants qui duraient assez longtemps, qui permettaient quand même de gagner du temps pendant la course. Et donc du coup là j'ai pu courir pendant pas mal de temps jusqu'au point de ravitaillement d'après qui était le point de ravitaillement de Marabout. Et où là de nouveau ma copine et puis sa tante étaient là sur place avec son frère. On est en route vers Parking Marabout avec toujours Ludo et Tati en renfort. C'est bien, t'as pas perdu de place, t'es bien gros. Ouais, je crois pas. Oh, semble pas. Trop attention, mais non, normalement. Bravo! Ils sont après le ravito normalement, ou pas? Ah, tu vas commencer à reprendre ton souffle un peu, je pense. Bravo! Let's go! Je pense pour anticiper. Non, quand même. Pour anticiper l'aiguille, tout ça est très important. Je pense que vraiment la faute à l'heure, je vais avoir une envie. Allez gros, dernier petit mot pour la caméra là, avant Hellbourg. Allez, sympa. Let's go. Allez gros, let's go. Ces ravitaillements-là, ils me font du bien parce qu'ils permettent de te reprendre un peu d'énergie et de l'espace d'un instant et puis de revoir du monde que tu connais, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que là les écarts sont faits et donc du coup on commence déjà à passer de longues heures tout seul. Voilà, donc j'attaque la descente jusqu'à Hellbourg et puis là on arrive sur un point de ravitaillement voilà, avec un petit groupe de musique extérieure, une belle ambiance. Machine mec, machine. Comment ça va? Ça va. Pas trop dur le dénivelé en descente? Point de ravitaillement que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il était bien, il était fermé, il y avait des sanitaires, il y avait vraiment de quoi se ravitailler, les gens étaient hyper accueillants. Et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que là j'arrive de nuit, j'arrive donc là à la première nuit et derrière, après Hellbourg, on parle quand même que la prochaine étape c'est l'ascension jusqu'au sommet du Piton des Neiges. Donc là il y a une application que j'aime beaucoup utiliser sur la montre, qui s'appelle Climb Pro.
et qui permet de dire à chaque fois au début d'une ascension, de dire combien de kilomètres tu as d'ascension et le dénivelé et le pourcentage. Moi j'aime bien savoir à peu près ce qui m'attend. Donc là, une fois bien reparti, bien requinqué, remis en forme à Helbourg, donc là je repars et puis je mets Climb Pro et là je vois quand même que l'application m'annonce plus de 10 km de montée pour plus de 2500 mètres de dénivelé jusqu'au... Donc là je sais que ça va être long. Let's go. Mais au final, le ravitaillement à Helbourg est tellement bien que du coup, ça m'a fait beaucoup de bien et je suis reparti en vraiment pleine forme pour attaquer l'ascension jusqu'au col. Et donc du coup, l'ascension s'est vraiment bien passée. Je crois que je suis monté en 3h, 3h30 jusqu'au sommet, où là où il faisait vraiment très froid de fou, donc tu perds pas de temps. Là, j'ai pris une photo vite fait parce que je voulais la photo avec le panneau au col du Piton. Il te donne un bracelet pour dire que tu es bien arrivé jusqu'en haut et que tu redescends par l'autre côté. Et là, petite surprise qui a un peu surpris pas mal de coureurs, c'est qu'on est redescendu par la descente qui s'appelle la descente de Karweken. Et là, clairement, je pense que c'est la pire descente de toute la course que j'ai pu faire. Franchement, c'était un enfer. C'était un mur à descendre en pleine nuit, des marches énormes. Ça glissait de partout, c'était vraiment un enfer. Et là, du coup, on était au 100e kilomètre et je me prends le pied dans une roche en partant vers l'avant et mon genou gauche vient taper pleine face la roche. Et je tape tellement fort que la douleur m'évanouit sur place, le long de la roche. Donc je reprends mes esprits, une douleur pas possible au genou. Je me dis, je suis en pleine nuit, je suis au milieu de nulle part, il n'y a pas le choix, il faut continuer. Donc, du coup, je prends 2 gels de caféine là, hyper chargés en sucre pour me faire un petit pic de glycémie pour mettre un bon coup au cul là. Et je dis maintenant il faut que je trace jusqu'au prochain ravito et puis que je vais serrer les dents pour voir comment la douleur au genou elle évolue, qu'est-ce qui s'est passé, quoi que ce soit. Donc je repars, je commence à courir sur un seul genou, j'essaye de pas trop forcer sur l'autre, mais quand tu passes des marches et des cailloux et tout, c'est pas évident. Mais j'arrive quand même à aller jusqu'au prochain ravito et à atteindre Sillaos. Alors, petite update, on devait retrouver Flo au kilomètre 142 après Helbourg parce que on est fatigué et qu'on n'a pas dormi. On a 300 km de voiture là au moins aujourd'hui, je pense. Ça. Et on va en refaire, je crois c'est 150. Du coup voilà, à la base on devait le retrouver au kilomètre 142, donc 60 km tout seul. Mais au final, changement de plan. Trop de distance, 80 km solo, Ouais, ça va faire beaucoup. c'est impensable en fait. Et le but c'est de le soutenir, surtout vers la fin, ça va être compliqué là. Ce sera la dernière étape. Il est pas au courant qu'on va venir, mais je pense que ça va lui faire très plaisir. Et du coup, on le retrouve finalement au kilomètre 105. Stade de Sillaos. C'est ça. Donc du coup, il aura que 23 km tout seul. Après, par la suite, il aura un peu plus de temps tout seul, mais là, ça va lui faire du bien, je pense. T'es mort. Ouais. Alors, mais mort au sens propre ou... C'était dur, hein. Je trouve pas que c'est un truc bizarre là, on n'est pas censé être là gros. On a fait Sillaos là. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, c'est vrai, Bah oui. Non mais après c'est normal gros, avec tous les efforts que t'as fait, bon je pense qu'on voit rien sur... Et puis, il y a eu Sillaos. On n'était pas censé y aller, mais ça voulait dire le laisser seul pendant 60 km. Et ça, c'était impensable. Alors on y est allé. On est arrivé, il faisait froid. Et en plus, on se retrouve sur la seule base de vie où les organisateurs interdisent l'entrée dans la salle pour les accompagnateurs. Donc on a dû rester dehors avec nos couvertures sur le dos à l'attendre. On a attendu une partie dans la voiture également. Et donc on attend assez longtemps, il finit par arriver. On gère le ravitaillement sur le bord de la voiture dans le froid toujours.
Et en parallèle, il demande à l'organisation de lui donner son sac qu'il avait envoyé à la base de vie pour pouvoir se changer parce qu'il est trempé. Et il cherche son sac et il le trouve pas. Et c'est là que j'ai le déclic. Je vois que les sacs qui sont entassés, ils sont roses. Et je me rappelle très bien que le sac qu'on a remis à l'organisation, il était blanc. Donc il y a dû avoir un problème dans l'étiquetage au niveau des sacs, mais du coup son sac est pas là. Et c'est là que je comprends que, en fait, je sais pas si c'est le destin ou quoi que ce soit qui a fait qu'on est venu sur ce ravitaillement, mais j'imagine déjà la scène. Il arrive, il est épuisé, trempé, fatigué, il a besoin de se changer et il a pas d'affaires pour se changer. Et je pense que ça a été un réel tournant décisif à ce moment-là parce que il nous a dit plus tard en plus que c'était sur ce point de ravitaillement qu'il a pensé abandonner. Donc on se dit c'est vraiment un gros coup de chance et on se rend compte au final que l'assistance à ce moment-là c'est plus qu'une histoire d'assistance, c'est un soutien émotionnel, c'est être là et avoir les bons mots pour le porter en fait, parce que on arrive à un stade de la course où c'est plus le corps qui avance, ça avance uniquement grâce à la tête. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'avoir une équipe qui est soudée et qui est là pour vous rattraper, vous soutenir et vous pousser à aller jusqu'à la fin, tout simplement. Donc je reprends le départ de Sillaos et puis j'entame et puis on rentre dans le cirque de Mafat. Donc on commence par l'ascension du col du Taibit qui se passe très très bien. Au final, dans les montées, le genou ne m'embête pas trop. Dans les montées, ça va. C'est vraiment dans les descentes où c'est très compliqué. Et sur le plat pour relancer, mais dans les montées, le genou ne me gêne pas trop. Donc on arrive à monter assez fortement. On passe le col du Taibit, on redescend, remonter par Marla. Franchement, honnêtement, le cirque de Mafat, c'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. Une fois passé Marla, on redescend. Et puis là, je savais, pertinemment dans ma tête, je m'étais vraiment fixé, il fallait que j'atteigne le sommet du Maïdo. La sortie du cirque, c'était le kilomètre 150. Il fallait vraiment que j'atteigne ce point-là. Parce que pour moi, quand je regardais le graphique de la course, je savais qu'une fois qu'on avait passé le sommet du Maïdo, que la course, en gros, le plus dur était passé. Donc il fallait que j'atteigne le sommet du Maïdo. Allez, vas-y. Machine. Vas-y. Ça va peut-être hein. Bonjour. Bonjour, la compagne d'un pote à lui. Ah, bah enchanté. Je suis là, donc Enchanté. ouais. Oui, faut Le faire la frère bise, de- votre propre. Oui, on vient d'arriver nous. Ouais. On est- C'est toujours bien, on écoute comme ça. C'est sûr. Plusieurs points de vue et tout, c'est mieux. Du coup, comment s'est passée la montée? Super. Vous, c'est là où j'étais pas. Moralement, j'étais pas au top. Hein. Et oui, je disais rien, mais dans ma tête, J'ai vu que t'étais moins. Et puis là, je retrouve enfin Lisa et son frère que j'avais pas vu depuis plus de 40 km, mais donc quasiment depuis 8 heures, je les avais pas vus parce qu'ils pouvaient pas. Forcément, le cirque de Mafat, tu peux pas venir ravitailler dedans. Donc ça faisait au moins 8 heures que je les avais pas vus, donc ça fait du bien. Le soleil commence à se coucher, donc je sais que je vais attaquer la deuxième nuit. Et là, je sais que voilà, on va attaquer la deuxième nuit. J'ai toujours pas dormi. Ça commence à être un peu compliqué. Donc il faut que je gère. Là, je vais repartir seul dans la nuit. Donc là, on fait un vrai ravitaillement. Là, je dors 20 ou 30 minutes dans la voiture. Je me change. Voilà, on change toutes les affaires. Je mets une tenue plus chaude pour passer la nuit. Et puis je repars sur l'ascension. Il restait 400 mètres environ. Allez, c'est parti. T'as mon cœur, je t'aime. Une fois fini de monter le Maïdo, on s'est retrouvé dans la descente, dans la première partie, sur une partie qui était même pas un chemin, qui était une partie de roches sinueuses où il fallait suivre des traits blancs
sur la roche, enfin c'était un enfer, je crois qu'on a mis 3 heures à passer cette partie-là, c'était vraiment catastrophique. Donc on redescend, après on attaque 18 km de descente, c'est très très long. Et là je suis fatigué, vraiment. Je suis exténué, très 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 fatigué. Je titube en courant dans la descente. On est dans la deuxième nuit. Franchement là j'avais 40 heures que je cours. C'est vraiment dur, donc à un moment même en pleine nuit là je décide de m'arrêter sur le bas-côté. Et je vais dans un chemin, il doit être 2 h du matin, je coupe ma frontale, je m'allonge en plein milieu du chemin au sol et puis je me dis je vais rester à dormir là 10-15 minutes pour essayer de repartir parce que j'arrivais même plus à mettre un pas devant l'autre. Donc je m'allonge au sol, je coupe la frontale et puis en fait au bout de 5 minutes je me rends compte que non en fait c'est pas possible, j'y arrive pas, je suis allongé là au milieu de nulle part dans la forêt, j'ai tout qui passe par ma tête, j'ai les jambes en feu. Non, il faut que j'arrive à atteindre la possession, il faut que j'arrive à aller jusqu'au prochain ravitaillement parce que la possession, une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai plus qu'à faire un bon ravitaillement et il me restera plus que 40 km à faire pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée et ça sera fini quoi. Donc il faut serrer les dents et puis du coup j'arrive à la possession. La possession, là il y a Lisa qui m'attendait, elle était toute seule. Alors petite update, je suis au stade Guillaume, du coup à la possession. J'attends Flo, qui devrait plus tarder à arriver. Il m'a envoyé un message il y a quelques minutes en me disant qu'il lui restait 4 km. Pour la suite des ravitaux, je serai toute seule. Mon petit frère est parti dormir, il en pouvait plus, il a pas mal conduit d'ailleurs. Donc voilà, on attend Florian et puis on espère qu'il va bien. Théoriquement, ça devrait aller. Arbre. Ma capuche en éteignant ma frontale pour essayer de dormir. Impossible par terre, dans la terre. Franchement, du coup je me suis relevé, je me suis dit non c'est mort, il faut que j'y... Et du coup je suis descendu trop vite. T'as encore mal au genou ou pas? Ton genou il te fait encore mal? Oh, il y a tout qui me fait mal là. Ouais, le corps entier. Donc on a fait un bon ravitaillement, je me suis reposé une demi-heure dans la voiture et puis après je suis reparti tant bien que mal pour essayer de terminer la course quoi, ce qui était vraiment pas évident. Donc on enchaîne montée, descente, je suis fatigué mais ça va, je tiens la route et puis on attaque la dernière partie avec le chemin des Anglais. Là il commence à faire vraiment très très chaud. Et ça se passe pas trop mal, j'arrive à monter mais par contre en descente je peux plus rien faire. Franchement honnêtement avec le genou et les ampoules aux pieds je peux plus rien faire, je perds beaucoup de temps jusqu'au Maïdo. Le plan de course qu'on s'était fixé malgré le genou, on arrivait à rester dans le plan de course de 45-50 heures pour finir la course, donc ce qui était vraiment, c'était ce qu'on voulait faire mais après la douleur était beaucoup trop intense avec le genou et en fait, il fallait se rendre à l'évidence et le seul truc qui était possible c'était de finir quoi. Peu importe le temps, il fallait finir mais que le temps ne serait pas celui qu'on avait prévu à la base. Mais voilà, on était là, on a la chance d'être là, on a la chance d'être sur l'île de la Réunion. Il y en a plein qui auraient voulu avoir ma place donc je dois faire honneur à ce dossard et puis je dois aller jusqu'au bout quoi. Et puis on attaque la dernière descente, dernier ravitaillement, le Colorado. Et puis là tu sais que c'est fini quoi, le Colorado, et après le Colorado il reste 5 ou 6 km. À peine tu quittes le Colorado, tu aperçois Saint-Denis au loin et puis le stade de la Redoute. Là tu vois l'océan, tu vois le stade de la Redoute, tu te dis ça y est en fait, c'est fini, j'ai traversé l'île de la Réunion, quoi. J'ai traversé la Réunion, j'ai fait l'ultra terrestre, moi le petit gars qui habite en métropole, qui habite en banlieue parisienne, loin des montagnes, qui s'entraîne dans ses escaliers chez lui ou entre 2 plaques d'égout. Puis ça se rapproche, t'entends de plus en plus le speaker, t'entends de plus en plus les encouragements. Enfin, tu passes par toutes les émotions, ça devient fou quoi. Tu te dis, même toi t'as du mal à réaliser, t'as du mal à réaliser que ça fait 59 heures que t'es parti, ça paraît irréel de se dire que j'ai couru pendant 59 heures, quoi, pendant autant de temps. Et donc du coup j'arrive là-bas, il y a Lisa qui m'attend en bas avec son frère et puis on finit tous les trois main dans la main. Donc il était important pour moi qu'à la fin on passe la ligne d'arrivée tous les trois parce que je suis pas venu à bout de l'ultra-terrestre tout seul, on est venu à bout de l'ultra-terrestre tous les trois quoi.
En vue, accompagné de ses marmailles. Ah, il prend son temps, il a bien raison. Il y a des coureurs qui arrivent accompagnés, soit de leurs femmes ou de leurs enfants. Oh, 100. Bien, on a raison. 186 pour l'ultra-terrestre. Vous venez par ici, je vous accueille dans 2 petites minutes. 58-27 pour Raphaël. Félicitations Raphaël pour le travail des pétrels. 46-48 km, mais là quand même, Florian, 224 km, respect. Comment ça va Florian? Ça va, un peu fatigué quand même là. Alors, allez, votre médaille tout d'abord. Un peu fatigué, ça ne se voit pas trop. Peut-être de l'intérieur, ça se voit plus épuisé peut-être, Florian. Ouais, je suis épuisé, je me suis fait un genou au 100e et du coup ça fait 22 km que je cours sur un seul genou là, donc là je suis mort là. Là c'est quoi que vous rêvez le plus là? Là, d'aller prendre une douche. 59 heures sans prendre de douche. C'est exactement ça. Je me disais qu'il y avait une odeur. 59 heures sans prendre de douche, mais on se sent bien quand même à l'arrivée. Ouais, on est content d'être arrivé, d'avoir traversé l'île et de l'avoir fait. Franchement, c'est surréaliste. Quand on voit la difficulté du parcours, c'est le nombre de fois où on s'est remis en question, où on s'est dit que c'était pas possible. Franchement, c'est juste d'être arrivé jusqu'ici que je réalise pas, je crois. Il s'est surpassé. Merci beaucoup Florian, ultra-terrestre. Pour le mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on n'a pas juste assisté à cette course, on l'a vécu avec lui. Et avec la fatigue, le stress, les imprévus, mais surtout avec une intensité incroyable. Derrière chaque coureur, il y a une équipe qui tient dans l'ombre. Je suis vivant. Arrête de stresser, je suis vivant. Il reste plus qu'une nuit là. Il a bien mangé. Je mange des œufs avec du sel. Parce que j'ai un peu maigri, je crois. On va le remplumer rapidement. T'inquiète pas, Manu, je vais le faire manger.